Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ces nouveaux numéros d'invités du jour. Bienvenue dans ces 20 minutes d'échange avec les derniers développements de l'actualité politique, l'actualité électorale en République démocratique du Congo avec Denis Kadima Kazadi qui a publié le calendrier électoral avec les débuts effectifs de l'enrôlement dans la première ère opérationnelle comprenant tout l'ouest du pays, mais aussi les derniers développements de l'actualité avec les tensions qui se sont invitées dans cette actualité. D'abord dans les QG virtuels, les QG sur les réseaux sociaux des différentes formations politiques, et puis physiquement avec Moïse Katumbi qui a décidé de claquer la porte de l'union sacrée, emportant avec lui, dans son escarcelle quelques membres du gouvernement au niveau national et au niveau provincial, précisément dans la province du Haut-Katanga. Comment en tout cas analyser ces derniers développements de l'actualité en République démocratique du Congo, surtout celle électorale? Nous avons le plaisir de recevoir Brunel Kachi, qui est communicateur en chef de la cellule de communication du gouvernement provincial. Avec lui, en tout cas, lui qui, dans ses lunettes, d'abord ses lunettes physiques qu'il arbore, il va nous donner sa lecture, mais surtout les lunettes de l'esprit dont nous avons besoin dans ces 20 minutes d'échange. Soyez les bienvenus, M. Brunel Kachi. Merci beaucoup, cher ami. Permettez-moi de vous appeler ainsi parce que je me sens vraiment dans ma peau. Et surtout, merci de nous avoir honorés en nous associant, disons, à cette grande tranche, laquelle est tellement suivie. Et j'attendais avec impatience cette invitation. Merci, c'est un plaisir. Brunel Kachi, je le disais, quelle est la lecture que vous avez de l'échiquier politique congolais avec les derniers bouleversements? D'abord, Moïse Katumbi qui a décidé de claquer la porte de l'Union sacrée, important avec lui aussi Jean-Claude Muyambo Kiansa, qui est président du parti politique SCODE, qui a décidé de claquer la porte de l'Union sacrée. Quelle est en tout cas la lecture que vous avez de ces derniers développements de l'actualité électorale en République démocratique du Congo? Il est des principes que les alliances se font et se défendent en fonction des jeux et des enjeux contextuels. Dans les contextes où nous sommes, nous devons nous mettre en tête ici qu'il est question d'ambition politique. Nous avons différentes personnalités politiques au fait qui nourrissaient ces ambitions, permettaient la tautologie ou encore la redondance. Et dans le présent contexte où tout le monde jouit des mêmes droits, ou le droit au même pied d'égalité, ces droits subjectifs bien entendu, et je crois vraiment que dans les contextes où nous sommes, il n'est pas question de critiquer négativement les prises de position des uns et des autres, mais il est question ici de voir dans quel sens ceux qui veulent diriger ou ceux qui prétendent avoir des ambitions pour gérer ces pays, disons comment est-ce qu'ils veulent gérer ces grands pays et quels sont leurs intérêts, mais aussi leurs ambitions dans le sens de prioriser les intérêts généraux. Brunel Kachi, en regardant du côté poids, le poids de ceux qui veulent diriger ces pays, Moïse Katumbi, qui se décide quand même de claquer la porte de l'Union sacrée. Moïse Katumbi n'est pas n'importe qui. Moïse Katumbi n'est pas n'importe qui. Nous savons qu'il a été gouverneur dans les grands Katanga, bien entendu, alors avant les démembrements à son temps. Mais il est question ici de préciser, il n'est pas question disons, des supposés ou des présumés des poids politiques pour diriger un pays. Il est question d'avoir la volonté et surtout une loyauté qui n'est pas partagée, question de défendre et ne défendre que les intérêts de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes dans la singularité ici, nous parlons de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi n'est pas n'importe qui, je ne remets pas en cause, disons, sa carrure politique, mais il est question ici de souligner un aspect, l'aspect selon lequel est-il réellement digne de diriger, disons, la République démocratique du Congo? Je crois vraiment que la population tout entière a sa version des faits, mais et surtout... Quelle est votre version des faits exactement là-dessus? Voilà. Ma version, s'agissant justement de ma lecture personnelle, je crois que les compatriotes Moïse Katumbi peut-être joue mal sa carte politique par le fait que visiblement il y a absence de cet enchaînement logique pédagogique disons dans la gestion de ces stratégies politiques, parce que vous vous souviendrez qu'il a quitté, ou l'histoire nous renseigne qu'il a quitté ou le président honoraire de la République démocratique du Congo. Nous citons ici Joseph Kabila. Il
l'a quitté justement quelques mois avant l'expiration du second mandat. Nous sommes avant 2016 et nous avons aussi les cas échéants, c'est celui dans lesquels il venait de quitter encore le président Tshisekedi alors qu'il n'y avait que quelques mois, qui pouvaient précéder les élections générales qui sont prévues ou déjà prononcées pour décembre 2023. Je crois que ce sont les quelques déviations au fait, mais au moins les fonds restent encore à sonder pour voir et comprendre réellement que veut Moïse Katumbi. Mais je l'ai suivi lors de son interview récente ici. Monsieur Katumbi appuie qu'il s'élance ou qu'il est animé par les ambitions de gérer la République démocratique du Congo parce que les choses ne marchent pas. Ni TTC là, il se serait déjà engagé dans sa retraite politique. Je crois qu'ici, il n'est pas question de gestion politique. Il faut que nous puissions apprendre des fois à dire à la population la vérité parce que nous semblons ici idéaliser les principes selon lesquels la politique est devenue, ou la politique dans notre pays est devenue un monde de malhonnêtes dans lesquels les hommes se trompent mutuellement et sont à l'aise. Ici, il est question d'ambition politique et non question de gestion. Et même le gens qui venaient de quitter, disons, la mouvance du chef de l'État, ici je parle de l'Union sacrée, les ministres proches de Moïse Katumbi qui sont partis, je crois qu'il n'est pas question de gestion parce qu'ils ont géré ensemble avec les présidents Tshisekedi au sein de l'Union sacrée et s'ils sont partis, je crois que c'est justement dans les cadres de leur loyauté mais aussi question de soutenir leur autorité morale qui nourrit des ambitions. Mais Brunel Kachi, quel est le véritable ancrage de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi est-il un candidat au niveau qui a de l'aura au niveau national ou c'est plutôt un candidat régional? Régional, un candidat qui s'impose seulement dans le Grand Katanga. C'est ça? Il y a des observateurs qui pensent que c'est ça. Ici, je crois que tout le monde est libre d'orienter ses analyses dans les sens où il veut, mais il est question d'engager sa conscience, disons, face à cette responsabilité républicaine. Ici, je dois préciser une chose. Ce qui a fait que Moïse Katumbi puisse être vraiment populaire dans les grands, disons, au travers de la République démocratique du Congo, il nous faut ici préciser qu'il a été victimisé innocemment. Nous pouvons dire innocemment parce qu'il a joué à la victime, innocente, par le fait qu'il a été bloqué à l'extérieur du pays et ce qui a fait que même les curieux puissent tous s'intéresser à l'actualité. Il s'est victimisé. Voilà, il s'est victimisé bien entendu. Et lorsqu'il est parti, à son retour, vous aviez vu comment est-ce qu'il a été accueilli en fanfare. Et même les curieux, tout le monde était parti pour voir Moïse Katumbi qui était martyrisé, qui était bloqué à l'extérieur du pays. Et lui-même qui a été bloqué autrefois quand il était revenu, quand il avait essayé de rentrer au pays par Kasumba Lessa. Vous aviez vu comment est-ce qu'il a été bloqué. Ce qui a fait que même certains désintéressés puissent être intéressés à la situation. Mais depuis son retour au pays, c'est justement un exemple que je suis en train de vous donner ou un cas illustratif. Vous avez vu autrefois, lorsqu'il est rentré, alors qu'il était déjà au pays, il est parti à l'extérieur du pays où il a fait ses déclarations, en se prononçant même pour les élections à venir. À son retour, vous aviez vu la foule qu'il a accueillie, ce n'était pas vraiment quelque chose d'épatant. Mais aussi, lorsqu'il est venu ici à Kolwezi, je vais vous dire ici, même s'il était venu pour, disons, les affaires tout à fait privées, il était venu voilà, dans une autre cause, mais il y a eu, disons, une sensibilisation, en fait, appelant toute la population à partir l'accueillir. Une déclaration d'ailleurs qui a été signée par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale ici, je cite l'honorable Gaston Mouchide, qui est membre de son idéologie politique. Vous avez vu quelle population qui était partie? Je crois vraiment que ce sont les bruits de feuilles mortes parce que ici, il est question justement des saupoudrages aux yeux parce que ici, la réalité politique est complexe de ce que nous pensons. Cette réalité politique, Brunel Kachi, qu'est-ce que l'Union sacrée a de plus valeureux? Qu'est-ce que l'Union sacrée a comme bilan pour faire face à Moïse Katumbi? L'Union sacrée, pour faire face à Moïse Katumbi, je voudrais ici parler de Félix Tshisekedi pour ne pas parler de l'Union sacrée, parce que dans l'Union sacrée, Moïse Katumbi y est. Moïse Katumbi a partagé, disons, une partie... Je pensais qu'il doit partager le bilan de l'Union sacrée. Voilà, nous pouvons dire ici qu'il partage le bilan, parce que certains de ses ministres, et surtout qu'il le touchait aussi au dîme, ça, ce n'est pas réfuté. Et parler du bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois que
c'est vraiment la sincérité de ma conscience me place dans l'obligation d'avouer ici que presque dans tous les secteurs, c'est vrai, il n'y a pas eu réussite totale, mais au moins c'est un grand pas parce que dans 5 ans ou dans 4 ans, tout ne pouvait pas s'être fait. Mais au moins dans les contextes où nous sommes actuellement, parlons de la gratuité de l'enseignement, nous avons également la lutte contre les détournements des deniers publics, nous avons disons les différentes initiatives qui ont été soutenues. Vous parlez de la lutte contre les détournements. La lutte contre les détournements, bien entendu. Vous avez entendu ce qui s'est passé au Kasaï? Je suis en train de vous dire ici que ce sont justement ce qu'on appelle les spéculations. Les spéculations, pourquoi? Parce que c'est une occasion également pédagogique ici de les malentendus. L'on parle ici d'un supposé ou d'un prétendu détournement des 42 millions de dollars alloués pour la construction de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Le cas ici est complexe et surtout mensonger par le fait que le coût global de la construction de cette université, bien entendu, y compris, il y a les locaux, mais aussi nous avons l'électricité. Le coût global, c'est de 17 millions de dollars américains. Où c'est revenu? D'où c'est revenu les montants des 42 millions de dollars américains qui ont été disons, dilapidés? Je crois justement que c'est une politique pour désorienter la population vers les événements qui méritent réellement notre concentration. Nous ne sommes plus dans ces contextes où nous devons penser à autre chose. Voyons la chose en face. Ici, il s'agit d'une entreprise où il s'agit disons d'une réalisation préfinancée par l'entreprise qui est à pied d'œuvre. Je ne vois pas comment est-ce que l'argent pourrait être détourné par le fait que l'argent même n'a pas été décaissé. Oui, mais Bruno Nkati, quand on parle de dernier développement de l'actualité, surtout électorale en République démocratique du Congo, on doit parler aussi de ces trios qui est en train de voir le jour entre Matata Ponyo, Martin Fayulu et le docteur Denis Mukwege, qui ont signé ensemble un communiqué sur la question politique, la question des élections. Comment entrevoyez-vous l'avenir de ces trios? Là aussi, il est question justement d'une frustration qui vient de s'être dévoilée au grand jour. Vous pouvez calculer ici avec nous ensemble, disons avec leurs suggestions et d'ailleurs quelques remarques qui ont été faites et d'après certaines confidences, les restrictions qu'ils ont faites, mais aussi certaines déclarations qui se sont appropriées seraient propres au Front commun pour le Congo. Alors, là n'est pas les problèmes, c'est vraiment de l'impertinence, mais au moins c'est un aspect à soulever. Alors, ici, il demande l'arrêt de poursuites judiciaires contre tous les candidats aux élections. On signe un communiqué avec un accusé des détournements, Matata Ponyo. Vous voyez ici qu'il s'approprie les déboires judiciaires de Matata Ponyo pour imposer une certaine catégorie de faits qui démontre justement qui fait démontrer aujourd'hui une détermination ou une décision délibérée de boycotter les élections. Ils veulent justement faciliter un glissement ou encore faciliter des choses, faire des sortes qu'il y ait, disons, une négociation en vue de se partager les pouvoirs et cette fois-là préparer les élections avec des moyens financiers. Parce que nous devons ici être d'accord que certains qui veulent compétir ou encore concourir à ces élections n'ont pas des moyens suffisants. Alors, au-delà de ça, même ils demandent ici la révision de la loi électorale, mais aussi, disons, la récomposition de la Cour constitutionnelle. Même des l'équipe qui dirige la CENI. Des choses qui sont tout à fait fondées, mais non logiques. Non logiques par le fait qu'aujourd'hui, quand moi et vous parlons, les juges qui sont à la Cour constitutionnelle sont dans leur mandat, sur base de quels mécanismes pouvons-nous recourir à la révision de cette composition? Je crois justement que ça relève justement de l'ignorance des fois des textes qui organisent les institutions de la République démocratique du Congo, encore ses fonctionnements. De deux, nous avons ici la loi électorale qui a été déjà promulguée par les chefs de l'État. Mais ici, lorsqu'il parle de la révision, il parle également de la réorganisation de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous calculez? Ça va prendre combien de temps? N'est-ce pas un glissement voilé? Ils veulent justement que nous puissions partir là et qu'ils puissent trouver une raison
n'est pas participer aux élections ou encore de boycotter ces élections. Brunel Kachi, cette opposition où il y a quand même de grands noms. Il y a Moïse Katumbi, il y a Martin Fayulu, il y a Matata Ponyo qui a été Premier ministre ici au Congo. Il y a quand même le docteur Mukwege qui n'est pas un politique mais qui est quand même un grand leader d'opinion. Est-ce que tous ces opposants peuvent parvenir à présenter une candidature commune, ce qui serait une première en République démocratique du Congo? Je l'ai dit ici à l'entame que les alliances se font et se défendent en fonction des jeux et des enjeux contextuels. D'où, dans les contextes où nous sommes, c'est à eux d'apprécier. Mais je crois que c'est une fuite en avance. Parce que même les docteurs Denis Mukwege, vous allez remarquer ici quelque chose. Il partage ici, il arrive à soutenir le non-poursuite, ou je les pluralise bien entendu, le non-poursuite en justice, disons contre Matata Ponyo. Mais ici, quelqu'un qui dénonçait, qui est contre la violation ou les violences sexuelles orchestrées sur nos mamans, sur nos sœurs. Ça c'est très important. Comment peut-il aujourd'hui soutenir quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État? Est-ce qu'ils peuvent arriver à parler d'une seule et même voix, présenter une candidature commune? C'est-à-dire, je crois que c'est leurs options, mais nous avons en face de nous des gens qui sont totalement animés par les ambitions de diriger ces pays. Et donc, je crois même que nous risquons de connaître d'autres fiascos avec ces compagnonnages de ces politiciens qui tous veulent diriger la République démocratique du Congo. Qui va accepter de céder en faveur de qui? Point d'interrogation. Je crois qu'il est question ici de réorganiser les stratégies politiques, question de centrer uniquement les intérêts de la République démocratique du Congo, parce que c'est le seul patrimoine que nous avons tous en commun. J'ai parlé à l'entame de Jean-Claude Muyambo, qui est parti dans la suite de Moïse Katumbi, le président du parti politique SCODE, qui a même dit dans son discours devant ses partisans qu'il y a en tout cas une possibilité qu'il puisse s'allier à Moïse Katumbi pour 2023. Muyambo, Jean-Claude, il a quel poids? Je crois qu'avec Jean-Claude Muyambo, ça ne m'engage que moi. Permettez-moi d'être pessimiste sur lui. Je ne vois en rien je ne vois en quoi, ou je ne vois même pas, je ne sais sur base de quoi peser ici ou évaluer les poids politiques des Muyambo, qui de surcroît n'a toujours pas été cohérent avec tout ce qu'il entreprend. Vous vous souviendrez ici avec les différentes lettres qu'il avait étalées sur la place publique contre la gestion de Moïse Katumbi, mais aussi vous vous souviendrez de ces différentes déclarations ici à l'encontre disons de Joseph Kabila, mais aussi surtout la manière dont il était en train d'apprécier la gestion de Félix Tshisekedi qui a facilité les retours au pays de Moïse Katumbi, mais aussi l'amélioration dans différents contextes. Que donc dans les contextes où nous sommes ici, parler de Muyambo également comme acteur politique, je crois que c'est justement question peut-être de parler des sympathisants au sein de partis politiques, mais pas les mettre au même pied d'égalité que d'autres où nous pouvons parler ici des députés nationaux ou encore d'autres leaders katangais qui peuvent aussi avoir un mot, disons une idée ou encore un mot à émettre dans l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Parce qu'ici, il est question des intérêts de la République démocratique du Congo en général, et non de la Katanganité ou encore du Grand Katanga. C'est vrai, nous pouvons parler ici d'une solidarité, parce que ce qui est vrai des fois, vous allez voir qu'il y a certains politiques qui se sont spécialisés dans une forme de politique ou une culture politique totalement paroissiale, ou une politique dans laquelle entre un frère et un ami, le choix est clair. Que donc, je crois que les ambitions politiques sont étalées au grand jour, mais il est question ici d'être cohérent et de ne pas se mettre en tête qu'on peut encore tromper cette population qui actuellement est au stade de la maturité et veut changer, veut apporter les changements dans tous les contextes. Cette population qui a aussi compris que Félix Tshisekedi a brillé par l'absence d'un projet de société clair qui a produit des fruits. En quelques secondes, Brunel Kachi, comment vous entrevoyez 2023? Je crois que Félix Tshisekedi a un bilan. Vous êtes actuellement sur le plan national. J'étais à Kinshasa récemment, autant de fois je suis à Kinshasa. Je vois les changements presque dans les différents contextes. J'étais dans différentes provinces, mais même je l'ai vu avec les soutiens aux différents projets. Nous sommes dans la province des lois là-bas, où vous voyez que l'Union sacrée de la nation a apporté des changements presque dans tous les secteurs de la vie. Ce qui est vraiment très important pour la réélection de Félix Tshisekedi. De communication du gouvernement provincial. Merci en tout cas d'avoir exprimé votre grille de lecture sur ces questions, sur les derniers développements de l'actualité
l'actualité électorale politique en République démocratique du Congo. Chers auditeurs et téléspectateurs de Mikoba Radio Télévision, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne.